Bon, et bonjour tout le monde. Alors, pour la Journée internationale des droits de la femme, on s'est dit pourquoi pas organiser un panel 100% féminin pour discuter justement de la place de la femme au sein de l'économie sociale. Parce qu'on le sait, en fait, la femme occupe une place centrale en entrepreneuriat collectif. On a juste à penser à leur rôle en tant qu'administratrice. Ils représentent 50% en fait des administrateurs dans les entreprises collectives que ce sont des femmes. Si on prend le comparatif de l'entreprise privée, que c'est un administrateur sur 5, donc c'est réellement distinctif. Sans compter aussi que les travailleuses au sein des entreprises, le 2/3, ce sont aussi des femmes. Donc, c'est quand même une notion importante et une particularité intéressante. Donc, à la lumière de tout ça, en fait, on se questionnait à savoir qu'est-ce qui interpelle les femmes dans le mouvement de l'économie sociale, c'est quoi leur plus-value et aussi leurs défis. Alors, pour répondre à tout ça, on a invité 4 panélistes, femmes bien entendu, de générations différentes, d'horizons différents pour discuter de la question. Donc, je vais les laisser évidemment se présenter une à la fois. Nous allons débuter avec Maude Brossard, qui est directrice générale adjointe au chantier de l'économie sociale maintenant depuis quelques années, depuis 2010. Donc, Maude, je vais te laisser faire ta présentation, donc nous expliquer quelle est ton organisation et d'où tu vis. Oui, bonjour à tous. Donc, au Chantier d'économie sociale, nous sommes une organisation nationale qui vise à valoriser l'économie sociale comme mode de développement au Québec, mais aussi qui essaie de créer les démarches, les conditions favorables, les outils pour que cet entrepreneuriat-là se déploie dans tous les secteurs, dans toutes les régions. Au Chantier d'économie sociale, nous sommes une majorité de femmes employées, des dirigeantes aussi. Et je pense que c'est important aujourd'hui qu'on souligne que les femmes parlent d'économie, travaillent en entrepreneuriat, et c'est comme ça qu'on arrive à faire un développement économique qui correspond aux enjeux qui touchent les femmes, mais aussi qui a une diversité de pensées, de réflexions enrichissantes. Merci Maude, c'était très synthétisé. Donc, on a la prochaine panéliste, c'est Martine Groux, en fait, qui a occupé le poste de direction générale près de 40 ans au Centre d'orientation et de formation pour les femmes en recherche d'emploi, qu'on connaît mieux sous le nom de COFRE, et de la Corporation du droit à l'emploi. Donc, Martine, je te laisse faire ta présentation. Oui, bonjour tout le monde. Donc, c'est vrai, ça fait déjà 40 ans là, que je suis impliquée au sein du COFRE. Donc, j'étais vraiment aux premières loges de l'économie sociale, si on peut dire, là. J'ai vu ça apparaître, là, c'est suite à la marche du pain des roses, là, est arrivée la formation d'un conseil d'orientation. J'étais là, moi, en premier pour voir qu'à l'époque, il y avait cet effort au niveau de la récession, du taux de chômage et tout ça. Donc, le COFRE a été créé pour contrer l'exclusion des femmes, les sortir de la pauvreté. Et dans ce sens-là, moi, je me suis impliquée. J'ai une formation comme travailleuse sociale en organisation communautaire. Puis sur le volet économique, donc le but de COF, c'est vraiment faciliter l'entrée des femmes sur le marché du travail. Et puis, on est à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais on a ouvert un point de service là, depuis 98 à Saint-Hubert aussi. Donc, toutes les femmes qui sont en recherche d'emploi, mais même qui veulent améliorer leurs conditions de travail, on est là pour les aider. Alors, on dessert d'autres clientèles aussi. C'est pour ça qu'on a formé une autre corporation non spécifique aux femmes qui s'appelle le droit à l'emploi. Donc, on reçoit, entre autres, des personnes éloignées du marché du travail ou des personnes plus âgées. On les appelle les travailleurs, les travailleuses expérimentées. Puis, depuis 2007, les personnes immigrantes. Donc, on fait de la régionalisation. On reçoit plus de 50 nationalités. En tout, on est près d'une cinquantaine aujourd'hui. 46 femmes, 3 hommes. Puis maintenant, je consacre plus au développement. J'ai laissé la direction générale. Je suis plus en support là, à la relève actuellement. Et il y a tout ça dans ton bagage. J'ai été aussi membre fondatrice de l'organisme Jeunes Mères en Action. Oui, effectivement. On s'est rendu compte que les mères monoparentales arrivaient difficilement à La connexion semble difficile. Donc, puis à ce moment-là, on avait des instances avec la création des
CLD, les conseils locaux de développement. On avait un comité conditions féminines local. Puis c'est comme ça qu'on a parti un projet pour ouvrir un centre de jour dans un quartier défavorisé à Saint-Jean, puis aussi 24 logements sociaux pour les mères monoparentales avec une garderie là, subventionnée à l'intérieur de l'immeuble. Donc, la condition pour occuper les logements, ben, il faut être dans un projet de retour aux études. Donc, c'est merveilleux. À chaque année, on a des diplômés. Maintenant, sur notre conseil d'administration, on a 4 anciennes résidentes là, qui exercent leur profession là, sur le marché du travail. Oh, wow, c'est beau de voir le cheminement dans le concret. Excellent, merci beaucoup Martine. Et la prochaine, Nathalie Grenier, qui est directrice générale de la CDC au Richelieu-Rouville depuis 2006 et qui a un bagage aussi féministe. Donc Nathalie, je te laisse parler. Merci, Lisanne. En fait, c'est vraiment particulier parce que c'est cette semaine que ça fait 17 ans que je suis à la CDC. Donc, oui, voilà, je suis arrivée à cette période-ci en 2006. Donc, la CDC, Corporation de développement communautaire, qui couvre le Haut-Richelieu et Rouville, incluant Chambly et Carignan. Un regroupement qui, en fait, multisectoriel, donc des organismes communautaires qui proviennent de différents milieux. Le mandat de la CDC, en fait, c'est d'une part de faire de la concertation, bien entendu, dans le milieu, avec les différents partenaires du milieu, et également de développer des projets pour répondre aux besoins du terrain aussi. Et enfin, vous dire que notre équipe, qui est une petite équipe, même si on a un grand territoire, même si on a des mandats très larges, parce que dans tous les mandats, je vais pas tous vous les nommer, il y en a quand même 10 champs d'intervention. On a également le soutien à l'économie sociale. Donc, c'est ce qui fait que je suis aussi au CA là, du PCM. Donc, petite équipe qui commence à voir le jour parce que pendant plusieurs années, j'ai été toute seule, 1 et demie, 2, et là, maintenant, on est 3. Et sans surprise, ce sont des femmes, hein, 3 femmes qui font partie de l'équipe de la CDC. Donc, voilà. Une belle équipe. Merci Nathalie. Et puis la dernière, mais non la moindre, Laurie Pagé, en fait, qui est cofondatrice du Bistrot Café Bistrot, Lily Gourmande, avec une autre équipe féminine. Donc, je te laisse te présenter, Laurie. Oui, en fait, on a fondé l'organisme entre la 7 et nous en 2019, moi et deux amies, Stéphanie et Valérie. L'objectif étant à l'origine de tout simplement lancer des ateliers culinaires axés sur l'environnement pour les enfants. Mais rapidement, là, grâce au programme auquel on a accédé au PSM, on a eu une ouverture sur l'économie sociale, sur une meilleure compréhension de ce que c'était. Puis on a adopté ça avec plaisir. On a sauté à pieds joints là-dedans. Et en 2020, en pleine pandémie, petite bulle au cerveau, on s'est dit quelle bonne idée, quel bon timing pour lancer un café bistrot, le Lily Gourmande, donc un restaurant à but non lucratif en pleine pandémie. C'était totalement logique. Alors, on a ouvert ça, puis ça fait maintenant un peu plus de 2 ans, donc on est ouvert. En fait, tous nos projets, parce qu'on continue d'en créer des nouveaux à chaque semaine, je pense qu'on a un nouveau projet. Tous nos projets s'insèrent dans notre mission d'offrir des outils et pistes de réflexion en matière agroalimentaire. Donc, on touche vraiment à différents éléments de l'alimentation. Puis, avec le temps, c'est rajouté 2 autres femmes sur notre conseil d'administration. Donc, maintenant, on a un conseil d'administration de 5 femmes. Donc, on a Kim et Maud qui sont venues se rajouter. Puis, on est super contente là, d'œuvrer en économie sociale et de faire notre petite contribution pour démocratiser la compréhension de l'économie sociale. C'est pas commun comme modèle en restauration. Donc, on fait beaucoup d'éducation de la clientèle par rapport à ça, puis on en est très fiers.
Super, merci Laurie. Alors maintenant qu'on vous connaît bien, on peut rentrer dans le vif du sujet. On en a parlé en présentation, puis je pense que vous l'avez illustré aussi par votre description. Il y a beaucoup de femmes en économie sociale, une majorité qui y travaille. Selon vous, quelle est la raison que la femme est si présente en économie sociale? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait se lancer en premier? Je peux y aller. Vas-y, Je Nathalie. pensais que tu allais nous nommer, c'est pour ça que j'étais comme en attente. En fait, moi, je pense que l'aspect social il est pour quelque chose, là. C'est vraiment important, cet aspect-là. Puis là, j'écoutais Laurie, puis je me disais, ben vraiment, c'est vraiment ça là, qui attire, je pense, les femmes. Euh, Puis, tu sais, dans tout ça, tu sais, moi, personnellement, ce qui a fait en sorte que je me suis dirigée vers les OBNL, en général, je dirais, c'est de vouloir faire la différence, de vouloir redonner aussi. Moi, j'ai été les 5 premières années de vie de ma fille. Je suis restée à la maison, mais j'ai commencé à faire du bénévolat. C'est comme ça, dans le fond, que j'ai connu un peu les OBNL. Puis, c'est ce qui m'a vraiment inspiré, c'est l'aspect social, l'aspect humain d'aller vers les autres, puis d'avoir cette espèce d'ouverture-là. Puis redonner, évidemment, redonner à la société, je pense que ça, c'est un élément là, qui est assez central. Je pense qu'il y a effectivement un lien à faire avec la participation bénévole. On le voit aussi au sein des bénévoles dans les différents organismes. Très souvent, c'est des femmes qu'on y retrouve. Je pense qu'il y a comme un lien à faire entre la participation bénévole des femmes et leur implication en économie sociale. Je pense aussi qu'ultimement, on a peut-être encore un malaise à performer, à faire de l'argent, à négocier. Je sais que nous, ça a été assez rapide qu'on a décidé qu'on lançait les ateliers culinaires sous forme d'OBNL parce que on était du milieu du loisir, du milieu de communautaire, donc on avait comme un malaise à charger, on connaissait les réalités du milieu communautaire, de dire mais c'est eux qui pourraient le plus en profiter, mais ils n'auront pas les moyens de se payer des ateliers à but lucratif, là, comme on peut le voir, parce qu'il y en a, puis c'est vraiment correct. Mais je pense qu'il y a encore cette espèce de petit malaise-là parfois là, qu'on a. Donc. Ben moi, j'ajouterais aussi, c'est certainement par intérêt, puis en fonction des valeurs souvent qui sont portées par les femmes, mais c'est aussi en fonction du contexte social, des rôles sociaux, des rôles historiques sociaux que les femmes ont été appelées à jouer dans le rôle de prendre soin des siens, assumer les tâches domestiques. Tu sais, on pense aux emplois d'infirmières, enseignantes, secrétaires, donc au service des autres. Puis le conditionnement est vraiment très fort, là. Je pense que tous les emplois traditionnellement féminins sont excessivement importants et doivent être mieux valorisés, on va en parler. Mais il y a aussi sur le marché du travail, en économie sociale, énormément de fonctions qui plus traditionnellement masculines, qui offrent des meilleures conditions de travail, des meilleurs salaires, puis les femmes, on n'y va pas nécessairement. Nous, depuis le début, à COF, on travaille beaucoup pour faire connaître ces possibilités-là. Au début, dans les années 80, les femmes étaient peu présentes sur le marché du travail à peine 30%. Aujourd'hui, c'est plus de l'ordre de 70% et plus. Mais on voulait absolument faire connaître l'ensemble des possibilités. Puis peut-être moins de 5% des femmes allaient vers les emplois traditionnellement masculins. Aujourd'hui, on est plus autour du 25% dans nos placements en emploi. Puis pour ça, on a dû développer des services spécialisés. On amène les femmes à aller dans les écoles de métiers pour faire des ateliers d'usinage, de lecture de plans, de mécanique automobile. Puis même, on a aidé l'école des métiers à partir un cours spécifiquement pour des femmes en électricité, des électriciennes. On appelle le cours femmes branchées. Ça va en voie de terminer. Là, c'est une vingtaine de femmes. Puis, ce qu'on remarque, c'est l'ensemble des filles avec un accompagnement, une processus d'orientation qui découvrent qu'elles ont les compétences pour faire ces métiers-là. Aussi, ça se fait souvent par un transfert de compétences, mais elles sont sur le marché du travail des femmes passionnées, là, vraiment.
Donc, je pense que il y a ça aussi, l'héritage des stéréotypes qui fait qu'on se retrouve en plus grand nombre dans le secteur communautaire et l'économie sociale. Mais je conclurais peut-être avec ce qui a été dit, c'est que dans le fond, qu'est-ce qui rallie tout ça, c'est comment les femmes déploient leur capacité d'agir. Je pense que oui, il y a eu des contextes sociaux où les femmes ont été aux premières loges pour faire en sorte que la société québécoise bouge par rapport à certains enjeux d'exclusion, d'équité. Mais aujourd'hui, on voit que cette capacité d'agir-là est encore très présente chez les femmes, la nouvelle génération, les autres générations, puis on se dit comment on peut y arriver. Surtout quand on regarde les enjeux actuels comme la crise environnementale, c'est comment on peut faire un changement, tu sais, comment nos initiatives collectives individuelles peuvent passer à quelque chose de collectif. Puis selon le dernier baromètre d'action climatique de 2021, les femmes sont plus susceptibles d'être sensibles à dire comment je peux faire un changement par rapport à la crise climatique. Donc, l'économie sociale, souvent, c'est un véhicule entrepreneurial pour passer un peu de cette ambition-là à l'action. Et aujourd'hui, on le voit dans différents secteurs. Pour reprendre un peu les propos de Martine, je pense qu'elles ont été acteurs de changement dans différentes générations. Puis dans la génération actuelle, on voit qu'il y a des femmes qui sont à la tête d'entreprises d'économie sociale en architecture, en ingénierie, en technologie, dans des grandes institutions financières. Pourquoi? Parce qu'elles ont cette capacité-là de passer à l'action. Puis l'économie sociale, je pense qu'elle est un véhicule accessible pour y arriver. C'est 2/3 des femmes qui dirigent les entreprises d'économie sociale aujourd'hui. Elles sont dirigées par 2/3 de femmes. Donc, je pense qu'en gros, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes, c'est que c'est vraiment un véhicule pour permettre notre capacité d'agir, de se déployer puis de changer la société, là. Absolument. Ben là, on a vu justement, on commence à rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Euh, c'est quoi l'apport justement de plus? C'est quoi la plus-value d'avoir des femmes justement dans une entreprise? Là, on parle d'entrepreneuriat collectif, mais globalement, c'est quoi la plus-value? Qu'est-ce que ça apporte de plus? Je peux me lancer, puis après, je verrai si mes collègues entrepreneurs sont un peu dans les mêmes eaux. Mais je pense que les femmes, on a une diversité de pensée qui est propre à nous, puis c'est correct, puis ça enrichit les entreprises parce qu'on est peut-être des fois susceptibles à prendre des décisions qui vont être basées sur les enjeux qui touchent les femmes ou les préoccupations qui touchent les femmes. Et j'aimerais aussi lancer que parfois on va dire, ah, les femmes sont émotives, mais pourquoi qu'on ne voit pas comme une qualité entrepreneuriale? Parce qu'on va être soucieuse de diriger d'une façon différente, mais aussi d'amener des orientations dans notre entreprise qui vont être vraiment en lien avec ce qui nous touche, nos ambitions. Donc, je pense que c'est vraiment un atout qu'on apporte au monde entrepreneurial, d'avoir des femmes qui dirigent, qui travaillent dans les entreprises. Donc, voilà un peu mon grain de sel pour lancer le panel. Tu sais, j'ajouterais, moi, à ça, tu sais, toute la question de l'empathie aussi que les femmes ont, la créativité. En tout cas, moi, je sais que dans l'équipe à la CDC, les filles me disent souvent merci de nous laisser aller notre créativité, de nous faire confiance, de nous permettre ça, de pouvoir avancer, de pouvoir faire les choses autrement, dans le fond, tu sais, d'avoir cette liberté-là de mettre de l'avant cette créativité-là. Puis je pense, tu sais, qu'il y a l'écoute aussi, hein, il y a quand même, ça fait partie un peu de ce qu'on est, tu sais. Puis, tu sais, tantôt, Martine, tu disais, tu sais, effectivement, c'est comme ancré, tu sais, d'aider, de soutenir, tu sais, ça fait comme partie intrinsèquement de notre ADN, dans le fond, c'est là depuis longtemps, tu sais. Ben, je pense que ça aussi, ça en fait partie, puis, tu sais, toute la question de la bienveillance aussi. En tout cas, je pense que, tu sais, tous ces éléments-là, tu sais, je dis pas non plus qu'il y a aucune femme qui sont plus là, je vais chercher le mot parce que je cherche tout le temps mes mots ces temps-ci, je ne sais trop pourquoi, mais qui sont plus j'ai mathématiques qui me vient en tête, là. Vous comprenez ce que je veux dire, là, mais tu sais, je pense que ça fait la différence. C'est l'apport des femmes là est vraiment. T'as-tu trouvé le mot, Gabrielle? C'est ça? C'est pour ça que tu ris? Disais cartésienne? Oui, merci. C'est exactement le mot que je cherchais. Mais bon, mathématiques, voilà. Voilà.
Je pense que c'est dans nos gènes d'être polyvalente, d'être créative dans la recherche de solutions. Tu sais, à l'époque où les femmes s'occupaient de la ferme, s'occupaient de la famille, s'occupaient de la maisonnée au grand complet, ben il fallait qu'ils soient polyvalentes, il fallait qu'ils soient créatives dans la recherche de solutions parce qu'il fallait qu'ils fassent beaucoup avec peu de moyens. Je pense que ça s'est inscrit dans nos gènes, puis ça se transparaît maintenant dans la gestion de nos entreprises d'économie sociale. On est hyper polyvalente, on est hyper créative. Chez nous, au resto, dis-nous pas qu'on peut pas le descendre, le congélateur. Puis toi, c'est moi qu'on peut le descendre, le congélateur. S'il faut qu'on déboîte le plafond, on va le déboîter, le plafond, puis j'ai pas besoin de personne pour le faire à ma place. Je vais le faire. Donc, je pense que ça fait partie de nos gènes. On parlait tantôt aussi d'empathie, d'écoute. On est très sensible à l'égard de nos clientèles. C'est quoi leurs besoins? C'est quoi leurs enjeux? Comment on peut y répondre puis leur trouver des solutions à l'intérieur de nos entreprises. Puis on a aussi cette sensibilité-là, je crois, dans nos relations d'affaires. On va être plus propice à aller tisser des liens avec d'autres organismes, d'autres entreprises dans notre communauté. C'est parce qu'on a cette sensibilité-là, on veut rallier les forces de chacun. Puis je pense que ça vient vraiment, vraiment apporter beaucoup dans une entreprise d'économie sociale. Puis c'est grâce aux femmes puis à ce qui est inscrit intrinsèquement dans nos gènes, là. Je pense aussi qu'on a un peu, on sent parfois le besoin de compenser pour démontrer qu'on est fort puis on mérite notre place. Je pense de moins en moins, mais quand même, ça arrive encore. Oui, il y a encore des vieilles mentalités parfois auxquelles on doit faire face. Qu'on se dit, attends, je vais te prouver, je vais compenser, je vais travailler 2 fois plus fort pour te montrer que je suis capable de le faire. Mais je crois que c'est de moins en moins. Je pense que ça va aller en s'améliorant. Je reste optimiste, je suis peut-être un peu naïve, mais on, on a une belle naïveté, nous autres, dans notre CA, on mène la moitié de nos affaires sur une belle naïveté, donc ça nous mène loin, mais je pense que c'est ça, on compense dans une certaine mesure. Moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été mentionné, là. Moi, ça fait longtemps que je travaille à peu près uniquement avec des femmes. Et puis, ce que je trouve, c'est qu'on obtient les meilleurs résultats. Les meilleurs résultats possibles, là. Je ne veux pas comparer avec les hommes, mais je veux dire, euh, les projets qui sont menés par les femmes sont performantes, ont le souci du détail, travaillent bien en équipe. Je trouve que d'une certaine façon, on est progressiste. Parce que quand on entend aujourd'hui les orientations par rapport à la gestion des ressources humaines, la gestion participative, prendre en compte les employés, leur fournir des bonnes conditions de travail pour concilier famille, nous, ça fait depuis toujours là qu'on met ça en pratique. Donc, autant on a le souci du rendement, euh, autant on a le souci de vraiment placer l'humain au centre de nos actions. Puis on marie bien là, l'économique et le social. Donc, tu sais, des fois, moi, je me fais demander, ben, comment tu trouves ça travailler dans un milieu de femmes? Ça doit se chicaner, tout ça. Non, c'est pas notre réalité. Il y a peut-être des façons différentes de régler les conflits, mais c'est juste une façon différente. Puis des conflits, on n'en a pas tant que ça parce qu'il y a un gros lien de solidarité qui se crée et des amitiés. Les femmes échangent non seulement sur leurs tâches, mais aussi sur leur vécu. Puis, notamment au niveau de l'intervention féministe, ben justement, on se met au même pied que les femmes, on partage notre réalité, on échange sur des façons de mieux progresser. Moi, j'ai vraiment choisi de travailler dans un milieu d'économie sociale, un milieu communautaire, parce que ça m'a permis de me réaliser et de réaliser des beaux projets.
Ça fait, on se nourrit à travers ça aussi, là, par toute cette émotivité-là, qui est très large dans tout ce qu'on mène. Euh, Laurie a déjà commencé à aborder peut-être le besoin de compensation. Je pense les femmes oui, on a un grand apport. On a aussi des grands défis dans le monde du travail. Euh, Êtes-vous capable d'identifier c'est quoi ces défis-là spécifiquement, par rapport à nous-mêmes? Le besoin de compensation, je pense que c'est par rapport à notre personne, mais par rapport au milieu du travail aussi qui vient de l'externe. Ben, moi, je pense que pour les femmes elles-mêmes, c'est vraiment la reconnaissance de la valeur de leur travail sur le marché du travail rémunéré. Elles, elles font, étant première répondante à la maison, prendre soin des enfants, c'est un travail invisible, c'est un travail non rémunéré. Donc, euh, en tout cas, les femmes nous arrivent souvent, encore aujourd'hui, de dire, ben moi, je viens chez vous parce que j'ai pas de compétences, j'ai rien à offrir sur le marché du travail. Alors nous, c'était le grand défi, justement, de démontrer la valeur des compétences du travail traditionnellement féminin. On a même créé un outil dans les années 80 qu'on a remis à jour dernièrement pour l'adapter aux femmes immigrantes. Puis la première chose pour être capable de faire sa place sur le marché du travail, c'est de se reconnaître soi-même ces compétences-là, pour être capable aussi de les transférer dans un choix d'emploi ou même dans des compétences à mettre en action sur le marché du travail. Donc, puis cette non-reconnaissance-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle atteint la confiance en soi, l'estime de soi, mais aussi c'est une non-reconnaissance qui est comme répandue, qui fait en sorte que les femmes, la valeur de leur salaire, de conditions de travail est moindre par rapport à celle des hommes. Bon, on pense actuellement à toutes les batailles qui étaient là, pour les infirmières, faire reconnaître leurs conditions de travail, puis le salaire, et puis, aux enseignantes et tout ça. Donc, ça a une répercussion là, sur, tu sais, par exemple, la force physique a toujours été mieux considérée que l'empathie, par exemple, au niveau du salaire. Donc, le défi, ben, c'est de continuer à démontrer la valeur de notre travail. Puis, je pense que la pandémie l'a démontré beaucoup parce que, ben, d'abord, ça a eu un effet sur les femmes parce qu'elles ont retourné à la maison. Mais c'est les femmes qui sont au premier rang là, dans les hôpitaux pour prendre soin des autres et tout ça. Et donc, je pense que ça a permis de mettre en valeur, de rendre plus visible l'importance du travail des femmes dans notre société. Je pense Ben, que Oups. Vas-y, Laurie, vas-y. dans le fond, tu sais, je pense qu'on se sauve pas non plus de parler de la conciliation travail-famille. Ça reste encore un enjeu à ce jour, de plus en plus partagé aussi par les hommes, mais ça reste que la conciliation travail-famille, c'est un enjeu. Là où je crois que l'économie sociale vient peut-être apporter une piste de solution, c'est que la conciliation travail-famille a fait partie intégrante souvent de la culture d'entreprise en économie sociale versus les entreprises privées qui, en ce moment, dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, se disent, ben là, j'ai pas le choix d'offrir des mesures de conciliation travail-famille, sinon je vais vivre les effets de la pénurie de main-d'œuvre, je vais perdre mes employés ou j'arriverai pas à les à en recruter. Donc, ils s'obligent à en offrir. Est-ce que c'est réellement bien implanté? Bien souvent, une fois que l'employé est embauché, on se rend compte que ça laisse un peu à désirer. Ça fait pas partie de la culture de l'entreprise versus en économie sociale, je crois que ça fait davantage partie intégrante, puis ça fait peut-être le lien avec ce qu'on disait tantôt de pourquoi les femmes travaillent en majorité dans l'économie sociale. Je pense qu'ils peuvent se retrouver plus dans ce type de mesures-là. Puis je pense que ça fait aussi partie de nos forces. Il y a comme des liens à faire avec les autres questions précédentes dont on discutait, mais ça fait partie de nos forces aussi en tant que femmes entrepreneurs en économie sociale. Mais on va vouloir implanter des mesures de conciliation travail-famille. Mon bureau, c'est bien rare qu'il ressemble à un bureau.
il ressemble plus à une garderie, tu sais. Puis c'est bien correct. J'ai des petits poux qui se promènent partout autour de moi pendant que je travaille, puis ça en fait partie. Euh, mais on est content de l'offrir, puis je pense que ça permet qu'on ait plus de femmes aussi dans notre équipe de travail. En réalité, on a un petit garçon, notre petit chevreuil qu'on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais tout le reste, c'est des femmes, puis c'est correct si ton enfant est malade cette journée-là, on trouve des solutions, on comprend. Euh, donc, je pense que le défi de la conciliation travail-famille touche encore les femmes beaucoup dans le monde du travail. Puis en économie sociale, je pense qu'on apporte une piste de solution par la culture d'entreprise qu'on amène. Ben, j'allais effectivement dans le même sens, Laurie, avec la charge mentale. Tu sais, c'est vraiment encore aujourd'hui, c'est moins, là, mais encore, je pense que c'est encore bien, bien ancré, là. Les femmes sont quand même beaucoup plus sollicitées, je dirais, par rapport à la famille. Fait que je trouve ça intéressant de la façon que tu l'amènes, tu sais, de dire que l'économie sociale est comme une piste de solution. Puis c'est vrai, tu sais, que j'avais comme jamais, tu sais, réfléchi à tout ça, mais tu sais, quand je regarde mon parcours, ben c'est effectivement, ça a comme été une porte possible parce que je disais toujours que je mettais, et probablement comme toutes les femmes de ce monde, mettaient leur enfant de l'avant, tu sais. Puis même, je me souviens, je passais des entrevues, puis je disais, j'ai une priorité dans la vie, puis elle s'appelle Dana, tu sais. Fait, tu sais, puis j'avais pas peur de le dire de par l'endroit où j'étais aussi, tu sais. Fait que j'ai l'impression qu'effectivement, ça vient apporter une piste de solution pour cette charge mentale-là qui est encore très présente chez les femmes. Puis j'ai même un souvenir de quand je travaillais au CLD, d'un gars qui souvent prenait le relais à la maison quand il y avait des problématiques avec les enfants. Puis j'entendais la direction dire ben coudonc, lui, il n'y a pas de femme pour s'en occuper de ses enfants. Et ça, on parle d'il n'y a pas si longtemps, là, c'est il y a 18-19 ans. Tu sais, quand même, là, c'est le début des années 2000, puis on a comme l'impression que pas, oui, on évolue, mais pas tant que ça, là. Il y a encore beaucoup de défis là, par rapport à ça, le travail. Puis moi, je regarde mes collègues, j'en ai une qui est plus jeune, avec des jeunes enfants, puis je me dis, mon Dieu, comment elle fait, tu sais? Comment elle fait pour concilier tout ça, le travail qui est quand même exigeant, la famille, les enfants, un frère qui est handicapé, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments autour qui gravitent autour des femmes puis qui constitue un grand défi là, pour le travail. Fait On que, se le il y a... demande tous les jours comment on fait en réalité, là. Quand on est entouré de femmes qui ont une charge mentale immense, des jeunes enfants, je pense qu'effectivement, c'est assez Ben, propre. tout à fait. Ben, tu sais, les jeunes enfants, les parents vieillissants, des frères et sœurs qui peuvent avoir des problématiques. Puis ça, c'est sans compter aussi, tu sais, de plus en plus d'enfants qui ont des grands défis aussi. Fait que je pense que ça aussi, ça repose très lourdement sur les épaules des femmes dans le milieu du travail. Donc, Oui. Maude, est-ce que tu Oui, vois ben, autre chose, conciliation travail-famille, on voit que c'est comme d'une grande importance là, dans les défis, là? ben, au-delà de ce qui a été dit, je pense aussi c'est de voir comment on réussit des analyses différenciées, non seulement dans nos choix d'entreprise, mais aussi dans nos choix d'infrastructures au Québec. Qu'est-ce qui va toucher les femmes, qu'est-ce qui va pouvoir enrichir les femmes, puis aussi qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on enrichit la société en général. Pensons à toutes les femmes qui se sont mobilisées pour avoir des services de garde dans les années 90, ben, ça a enrichi beaucoup la naissance des CPE, le Québec en général. Donc, le défi qu'on a, je crois que c'est de donner de la valeur à ces analyses différenciées-là pour voir vraiment comment on va s'enrichir collectivement. Et aussi en économie sociale, le défi que je vois, c'est d'associer les femmes à d'autres secteurs d'activité que les secteurs de proches aidantes, parce que oui, c'est important, mais les femmes, ils sont importantes dans tous les secteurs d'activité pour développer toute l'économie du Québec en général. Donc, je pense qu'on a ce défi-là de passer vers vraiment une nouvelle vision de la part des femmes dans l'économie et en économie sociale aussi. Moi, je rajouterais que nous, je pense que les femmes, on a des comportements à changer aussi. Tu sais, les femmes, souvent, on va entreprendre des choses, mais on va attendre d'être presseux ou d'avoir
tout régler à 80% avant de s'embarquer dans quelque chose. Donc, tu sais, faut apprendre, puis aussi peut-être laisser davantage de place justement à nos conjoints par rapport aux enfants. Tu sais, il y a des femmes, entre autres, et on a des congés maternité quand même intéressants aujourd'hui. On a même des congés paternité comme société, c'est quand même avant-gardiste. Là. Il y a juste 2 ou 3 pays qui ont des congés paternité là, lors de la naissance du bébé. Puis le congé maternité peut être partagé, mais il y a beaucoup de femmes qui voudront pas nécessairement laisser la place. Puis il y a de plus en plus d'hommes, surtout les jeunes générations, qui sont prêts à s'investir davantage. Mais jusqu'à quel point nous, on va partager ce rôle-là, cette responsabilité. Donc ça, c'est peut-être plus au plan social, mais au plan, au niveau des contextes, je suis d'accord avec Maude, il y a vraiment aussi des choses à mettre en place là, pour favoriser davantage l'entrée et le maintien des femmes sur le marché du travail. On parlait de la marche du pain des roses, mais ça avait donné quand même des bons résultats, là, si vous vous souvenez. Ça avait permis d'augmenter le salaire minimum à l'époque de 45 sous. Il était à 6,45 $ là, en 95, le salaire minimum. Aujourd'hui, il va être plus à 15 $. Ça avait aussi permis la création de 1200 unités de logements sociaux. Ça avait permis aussi de rendre le gouvernement plus consentant pour la perception automatique des pensions alimentaires et de la loi d'équité salariale. Donc aujourd'hui, le gros problème, c'est les places en garderie. Hein? Donc, il y a encore vraiment des batailles à mener pour, c'est pas juste d'accompagner les femmes individuellement, mais de mettre en place aussi les conditions qui vont permettre aux femmes. Non, Martine Angelé, encore. C'est comme hyper pertinent. Effectivement, il y a eu des gros gains, en fait, dans cette période-là pour la femme. Je pense que ça a été vraiment un grand tournant, autant pour l'économie sociale, pour les gains de la femme, des gains pour la société. Je trouvais ça hyper intéressant, Martine, que tu abordes que, tu sais, on doit aussi apprendre, nous, à laisser la place à l'homme, tu sais, à l'intérieur de nos familles et de pas conserver cette charge mentale-là pour nous. Tu sais, ce matin, quand je suis allée porter mes enfants au CPE, je leur ai dit merci parce que grâce au travail que vous faites, je suis capable d'aller travailler, tu sais, aujourd'hui, d'aller faire quelque chose. Fait qu'il faut rester conscient aussi du rôle que jouent, entre autres, les services de garde. Gabrielle a posé une question. Tantôt, Laurie t'a un petit peu répondu, mais je suis intéressée d'entendre les autres personnes aussi. On le sait en ce moment, on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre incroyable. Il y a les options, justement. On voit là, l'entreprise privée essaie d'attirer la main-d'œuvre. Ils ajoutent justement des conditions incroyables qui, des fois, sont très tape à l'œil et qui donnent le goût d'aller vers là. Donc, autant au niveau du salaire, au niveau des conciliations travail-famille et tout autre bénéfice. L'entreprise d'économie sociale, c'est toujours différencié par ce côté humain qu'on retrouve dans le travail, cette compréhension, cette écoute-là. Comment, en fait, que le secteur de l'économie sociale va réussir à démontrer sa plus-value et conserver, si on veut, sa proposition de valeur, son petit plus, son wow, comparativement à l'entreprise privée? Puis je peux me lancer sur 2 choses. La première, c'est rappeler que le taux de survie des entreprises d'économie sociale est plus élevé que les entreprises classiques. Donc, on a des santé financières qui sont bonnes et on est capable d'attirer avec des salaires compétitifs et avec des conditions de travail, comme vous avez nommé, où on sera sensible à ajouter ça même dans la bonification des salaires. Donc, je pense qu'il faut pas avoir peur en économie sociale d'attirer, puis on est en santé pour pouvoir le faire. Deuxièmement, l'entrepreneuriat collectif, c'est un entrepreneuriat très accessible parce que pour démarrer une entreprise d'économie sociale, on n'a pas besoin de mettre sa maison en hypothèque ou si on n'a pas de maison, de mettre sa main dans le tordeur, dans le sens que c'est des entreprises qui ont des fonds dédiés, c'est des entreprises qui sont accessibles pour arriver vers l'entrepreneuriat. Donc, les femmes, mais aussi les hommes, tout le monde, on a cet entrepreneuriat qui est accessible, qui est distinctif au Québec, puis qui permet vraiment qu'on puisse être des entrepreneurs, s'enrichir de cette façon-là pour ceux qui le veulent,
Donc, voilà, je pense qu'on a toutes les conditions pour être compétitif dans le milieu de l'économie sociale et de l'entrepreneuriat collectif. Fait qu'il faut pas se gêner, puis il faut vraiment passer par-dessus les préjugés qui disent qu'on est moins attractif ou autre, là. Laurie, tu t'en allais parler en même temps que Maude. Est-ce que tu aurais voulu renchérir sur la chose? En fait, non, je l'ai pas mal dit tantôt, tu sais, je pense que ça fait vraiment partie de la culture de l'entreprise plutôt que quelque chose qu'on se fait croire qu'on adhère. Ce qu'on voit souvent dans les entreprises privées ils se sentent comme obligés de mettre ça en place, des mesures de conciliation travail-famille ou des mesures d'attractivité. Ils se sentent obligés de le mettre en place parce que ils font face à la pénurie de main-d'œuvre. En économie sociale, on le sent aussi, mais ça fait partie de la culture d'entreprise. Fait, je pense que ça se fait de façon plus fluide. Je sais que nous, la façon aussi, parce qu'on la vit, là, la pénurie de main-d'œuvre, là, en restauration, on s'entend, là, c'est un des secteurs extrêmement touchés. Mais la façon que nous, on a de contrer ça, de rester attractif, c'est en restant polyvalent dans ce qu'on fait comme projet et en étant ouvert aux idées des personnes qui souhaitent travailler chez nous. On dit toujours, en fait, que peu importe le projet qu'on va mettre en place, on va toujours vérifier avant dans l'équipe s'il y a quelqu'un que ça motiverait. Même si tu occupes déjà un poste pour lequel tu es essentiel, on veut pas te perdre à ce poste-là, mais si toi, personnellement, comme humain, dans ton cheminement de carrière, dans tes passions, le nouveau projet qu'on s'apprête à mettre en place, il t'attire plus, ben on va te faire une place sur ce projet-là, puis on va voir comment on est capable de modifier, d'ajuster les postes. Fait qu'on reste vraiment polyvalent là-dessus, ce qui permet de garder, je crois, l'intérêt de notre équipe dans leur emploi. Donc, on a quand même une excellente rétention de notre main-d'œuvre. On a perdu une employée qui a démissionné juste avant Noël pour suivre elle avait fini ses études, fait que là, elle a suivi son cheminement de carrière là, personnel. Mais tu sais, sinon, les gens restent. Pour vrai, les gens restent avec nous. Puis ils évoluent dans notre entreprise, puis on garde vraiment beaucoup l'esprit ouvert, je crois. Je sais pas, je pourrais pas dire si c'est comme ça dans toutes les entreprises d'économie sociale, mais nous, c'est ce qu'on a trouvé comme façon de contrer la pénurie de main-d'œuvre puis de rester attractif par rapport aux autres entreprises. Une gestion plus organique, inclusive, on revient aux forces de la femme, l'écoute des besoins, justement, des gens qui font part de l'équipe. Donc, effectivement. Nathalie, je pense que excuse, Martine. Je vais dire que je pense qu'il y a quand même une opportunité avec cette pénurie de main-d'œuvre. Les entreprises, en tout cas, chez nous, ils s'adressent davantage à nous parce qu'ils ont vraiment besoin de main-d'œuvre. Donc, avant, on avait plus de chercheuses d'emploi. Maintenant, on a plus d'entreprises qui nous offrent des emplois qui sont prêts à prendre quelqu'un qui n'ont pas le profil traditionnel, qui sont habitués d'embaucher, puis découvrent les qualités des travailleuses et travailleurs qui n'auraient pas soupçonné. Des fois avec, oui, une période de formation un petit peu plus longue au début, mais souvent, cette période-là est subventionnée. Puis aussi, ils viennent chercher un petit peu nos trucs par rapport à la gestion, justement, la gestion de nos organisations d'économie sociale. Puis aussi, les travailleuses, les travailleurs, ce qu'ils cherchent, dans un emploi, c'est se sentir utile, au-delà des conditions de travail, le salaire, puis c'est ce qu'on offre en économie sociale. L'aspect social, puis aussi les avantages économiques, fait en sorte que les employés ont une fierté à travailler pour ces organisations-là. Mais je trouve que notre défi, c'est vraiment de faire connaître davantage l'économie sociale parce que il y a pas beaucoup dans la population générale, peu de gens connaissent l'économie sociale. Donc, ça progresse, mais je pense qu'on a un travail à faire de ce côté-là. Oh oui, c'est pour ça qu'on est encore là sur le terrain pour faire toute cette sensibilisation-là, vulgariser vraiment le concept des fois qui semble tellement difficile à comprendre pour plusieurs, là.
Mais oui, c'est super intéressant. Nathalie, je sais pas si tu voudrais ajouter, sinon je relancerai par une autre question. Ben, en fait, là, j'ajouterais quelque chose qui touche peut-être un peu plus les organismes, les OBNL, l'organisme communautaire plus, tu sais, depuis tantôt on parle du fait que les femmes ont toujours été les aidantes, celles qui dispensaient des services autour d'elles. Puis je pense qu'actuellement, là, les organismes sont un peu aux prises avec ça, dans le sens où normalement, quand ils reçoivent du financement, ce qu'ils vont faire, c'est de développer des services. De plus en plus, ils vont toujours être à répondre aux besoins des gens. Mais là, il faut qu'ils se recentrent pour pouvoir conserver le personnel et être compétitifs là, avec l'ensemble, dans le fond. Parce que nous, on le voit beaucoup, là, on perd des effectifs pour le réseau, pour les différents réseaux, là, que ce soit scolaire, municipal ou de la santé. Fait qu'il faut revoir ça aussi, d'avoir un regard différent sur le fait que, ben, d'abord, ça a changé hein, depuis, tu sais, les débuts de la mise en place des organismes. Tu sais, Martine disait tantôt, moi, je suis arrivée dans un organisme puis j'ai vu naître l'économie sociale, là, tu sais, en cours de route, mais les organismes sont pas mal mis en place un peu à la manière du système de santé puis du système d'éducation. Hein. On était dans le judéo-chrétien, on aidait son prochain, on était beaucoup là-dedans. Ben, il va falloir qu'il y ait une réflexion qui soit faite à cet effet-là, de sorte que sinon, on va perdre là, les effectifs. Parce que oui, on a beau avoir des conditions gagnantes sur la question de la conciliation travail-famille, mais maintenant, ça devient un peu la panacée un peu partout. Fait que il faut se centrer là-dessus puis avoir cette réflexion-là pour garder le personnel en place. Là. En tout cas, je pense que ça, c'est quelque chose de central au niveau des organismes. Là. Peut-être un peu plus spécifique, là, mais voilà, c'est le petit mot que je voulais ajouter là-dessus. Mais non, c'est vraiment d'une grande importance puis d'y réfléchir, là, parce que en plus, si on n'a pas de personnel, on peut pas réussir à déployer notre mission, fait que c'est pas mal essentiel. Tu sais, dans la dernière question, je pense que là, on peut se permettre, on a été dans le concret, là, on peut se permettre de rêver un peu, en fait, savoir, tu sais, qu'est-ce qui se dessine un peu pour la femme, puis qu'est-ce qu'on lui souhaite dans le futur, particulièrement en économie sociale. Il y a déjà des pistes qu'on a abordées un peu. Peut-être qu'on peut approfondir la question. Ben, je veux revenir un peu sur ce que Martine disait tout à l'heure, que l'économie sociale gagne à être mieux connue, en fait. Je pense que déjà ça, quand l'économie sociale sera mieux connue, mieux comprise, Maud parlait qu'il y avait plus de programmes pour démarrer en entrepreneuriat collectif. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais c'est vrai aussi qu'on fait face à des incompréhensions quand on décide de partir une entreprise d'économie sociale auprès des bailleurs de fonds plus traditionnels, si on veut. Nous, c'est clair, là, quand on a ouvert le resto puis qu'on approchait des bailleurs de fonds en disant on veut ouvrir un restaurant à but non lucratif en pleine pandémie, c'était comme fais-tu exprès de cocher des cases de pourquoi je te donne pas d'argent, là? Fait que juste la compréhension de l'économie sociale, quand elle sera mieux maîtrisée par l'ensemble de la population, je pense que ça va aider énormément les femmes qui y œuvrent. Ça, c'est une chose. Puis l'autre chose, moi, mon souhait vraiment que j'ai pour la femme, que ce soit en économie sociale ou dans d'autres domaines de l'entrepreneuriat, c'est simplement qu'elle soit reconnue comme des entrepreneurs. Tout simplement. Pas comme des femmes entrepreneurs, comme des entrepreneurs, que ce soit normalisé. On n'ait plus besoin de faire cette distinction-là parce que, mon Dieu, c'est donc bien extraordinaire. Il y en a pas beaucoup qui le font. Donc, on se doit de le souligner, que ce soit tellement normalisé que les statistiques soient pareilles, tu sais, que ce soit juste faire partie de la culture québécoise courante que les femmes soient entrepreneurs. Ben oui, c'est normal, comme tout le monde. Merci, Laurie. Est-ce que quelqu'un d'autre serait partagé
ses souhaits. Ben, peut-être sur la même lancée, tu dis, Laurie, tu sais, que les femmes soient reconnues, que le travail des femmes soit reconnu. Moi, je dirais, il faut que le modèle d'économie sociale soit mieux connu, d'une part, puis après reconnu, bien entendu, parce que euh, il y a tellement de choses gagnantes dans ce modèle d'économie-là que on est perdant à pas aller vers. Puis je pense que ça va tu sais, il y a le faire connaître, mais comment le faire connaître? Ben, le faire rentrer aussi dans les écoles, dans les universités. On a fait un projet avant les fêtes, là, je suis perdue dans mon temps, mais l'année passée, avec un groupe d'étudiants qui étudient au HEC. Puis c'était le professeur qui, lui, avait une ouverture à ce modèle d'économie-là, tu sais, à tout ce que font les OBNL, qui les a amenés à faire un projet avec un OBNL. Mais, tu sais, les étudiants étaient complètement perdus, là, parce que on les sortait vraiment de ce qu'ils apprenaient, là, finalement, là, dans leur programme. Mais l'élément positif là-dedans, c'est que ce prof-là, il avait comme cette étincelle-là quand même, tu sais, de dire, ben, vous allez aller dans ce type d'organisation-là pour faire votre projet plutôt que dans une entreprise privée. Ben, déjà, c'est intéressant, sauf qu'on le sait que c'est très peu, là, c'est pas la panacée. Fait qu'il y ait ça qui se développe, je pense que c'est ce qu'on peut souhaiter, que ça soit en amont, que les étudiants sachent que c'est un modèle qui est intéressant, puis en fait, comme le dit Maude, ce qui est pas non seulement intéressant, mais qui amène des résultats là, qui sont probants. Moi, c'est ce que je souhaite, en tout cas. Je souhaite que ce soit ce développement-là qui se fasse en amont pour faire connaître et reconnaître ce type d'économie. Nathalie. Martine? Ouais, ben moi, j'ajouterais un peu dans la même lignée que Laurie qui dit, ben moi, j'aimerais être considérée comme une entrepreneur, pas comme une femme entrepreneur. Mais moi, j'aimerais que nos organisations communautaires ou en économie sociale soient reconnues à égalité aux entreprises privées. On est, tu sais, c'est incroyable, par exemple, toute la paperasse administrative qu'on nous demande. Puis, tu sais, quand je regarde, par exemple, parce que faut pas se leurrer, là, les entreprises privées, quand on regarde les financements, sont autant subventionnés que le milieu communautaire, le milieu social, là, au niveau global, là, des grosses entreprises qu'on va financer, tout ça. Mais nous, on a comme un préjugé, tu sais, vous êtes subventionnés, un peu comme on vit de dépendance économique, on est tenu aussi dans la précarité, des financements annuels. On nous donne pas toujours d'indexation, ça c'est des exemples. On est du sous-financement. Faut se battre énormément pour avoir une certaine stabilité dans nos modes de financement et tout ça. Donc, moi, j'aimerais qu'on soit traité de façon égalitaire euh, pour qu'on reconnaisse vraiment l'importance. Tu sais, si on arrêtait de travailler dans le milieu social et communautaire demain matin, là, la société fonctionnerait pas. Pas du tout. Donc, qu'on le reconnaisse, puis qu'on nous laisse la marge de manœuvre aussi comme entrepreneurs pour adapter, parce que souvent, on va signer des ententes de services avec des conditions qui viennent à ça, une réduction de compte énorme et tout ça, mais le temps qu'on met à faire ça, on ne met pas à aider ou accompagner les gens ou créer des projets intéressants. Donc, il faudrait vraiment diminuer entre autres, cette charge administrative-là, puis d'avoir une meilleure considération et un meilleur traitement comme des entrepreneurs. Ben, en conclusion, je pense qu'il faut croire puis miser que les femmes vont continuer d'être au cœur des innovations de notre société, des innovations entrepreneuriales aussi. Fait que je pense que c'est ça le souhait qu'on peut se donner pour les prochaines générations, notamment avec la crise climatique. Puis donc, c'est de miser qu'une économie transformative, ça va être une économie féministe parce qu'on a fait ces preuves-là, puis on va encore les faire. Donc, je pense que c'est le souhait général qu'on peut se donner. Et en plus de tout ce qui a été dit sur concilier notre rôle de citoyenne, de femme, de mère, d'entrepreneur, de voisine, parmi tout ce qu'on fait. Donc, voilà.
Merci. Laurie, est-ce que tu voulais ajouter autre chose? Non, c'est bon. Ben, je pense qu'on a fait un beau tour de roue. C'était hyper inspirant de vous entendre parler. Euh, il y a été beaucoup question de reconnaissance. Autant reconnaissance qu'on apprenne à se reconnaître, nous, dans nos forces, qu'on arrête de se déprécier, qu'on sache qu'on est capable de rendre à la société tout ce qu'elle a besoin. Reconnaissance de l'économie sociale, des entreprises, reconnaissance du milieu, autant dans les capacités de la femme que des entreprises d'économie sociale. Je pense que la reconnaissance a vraiment été un mot qui est revenu dans chacune des questions. Donc, je nous souhaite cette reconnaissance-là, mais vraiment globale, et puis qu'on voit finalement toutes les forces et qu'on voit des fois des faiblesses quand on parle d'émotivité, quand on parle d'empathie, de créativité, d'écoute, ce sont réellement des forces et je pense qu'on doit vraiment le mettre au service de notre collectivité et c'est ce qu'on essaie de faire et que ce soit enfin reconnu à sa juste mesure. Donc, merci à vous. C'était réellement inspirant de vous entendre. Donc, on poursuit la bataille parce que, on le sait, cette reconnaissance-là n'est pas gagnée encore. Cette équité-là, il y a encore du travail à faire pour réussir à l'atteindre. Et on est débattantes tous les jours sur le terrain. Donc, merci à vous. Merci. Bonjour tout le monde. Merci. Alors, j'ajoute, juste avant de quitter, qu'on a notre prochain rendez-vous passager qui est le 19 avril. On le fait la semaine du Jour de la Terre, donc c'est l'économie sociale pour la planète. On va avoir de très beaux invités qui vous seront annoncés prochainement. Vous pouvez avoir plus d'informations sur nos réseaux sociaux et sur notre site Internet. Merci beaucoup. On arrête l'enregistrement, Cam. J'arrête de partager pour arrêter.